du sieur Ousmane Sonko et il a été formel en disant que son intervention s'est juste limitée à sa demande à prendre le sieur Ousmane Sonko de son domicile à la clinique Souma et sur instruction du docteur Niang de l'installer à la suite qui est au 2e étage. Quid des pathologies dont souffrait le sieur Ousmane Sonko, le docteur Cissé, qui a été le premier à être en contact avec le sieur Ousmane Sonko, a été péremptoire en disant qu'il n'a pris aucun acte médical sur le sieur Ousmane Sonko. Est-ce que vous lui avez prescrit un traitement? Je n'ai pris aucun acte médical, ni en termes de consultation, ni en termes d'analyse, encore moins en termes de traitement. Et donc, c'est toujours dans ce cadre que le docteur Diallo, toujours membre de Souma Assistance, a été entendu, et lui aussi, négatif, il a laissé entendre qu'il n'a posé aucun acte médical sur la personne de Ousmane Sonko. Quid de son évacuation? Il a été effectivement évacué à la clinique Souma à la suite qui est au 2e étage, mais aucun acte médical en termes de prescription ou de traitement n'a été prodigué à Ousmane Sonko. Et il nous a précisé qu'il aurait été préférable de vous adresser au docteur Niang, qui lui-même, depuis Médina Ndiadbé où il se trouvait, rappelons-le, gère personnellement le patient Ousmane Sonko et défend à tout autre sachant de rentrer dans la suite où le sieur Ousmane Sonko a été hospitalisé. Docteur Cissé l'a réitéré, je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès aux patients sur instruction du docteur Niang. Docteur aussi Diallo l'a précisé, je ne peux poser aucun acte médical parce que je n'avais pas accès à la clinique où était hospitalisé le sieur Ousmane Sonko sur instruction du docteur Niang. Et sur ce coup, l'enquête s'est orientée vers docteur Aminata Françoise Bangola, qui était de permanence le jour de l'arrivée de Ousmane Sonko à la clinique. Même réponse. Déjà, docteur Bangola n'est pas habilité à exercer parce qu'elle n'est pas inscrite à l'ordre des médecins, quoiqu'elle a soutenu sa thèse. Alors, et quoiqu'elle a soutenu sa thèse, et interrogée sur son inscription sur le tableau de l'ordre des médecins, elle a précisé qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre sur le tableau de l'ordre des médecins, donc passible de poursuite pour exercice illégal de la médecine. Et là, M. le procureur de la République, fort opportunément, vient de m'apprendre que l'ordre des médecins a inscrit le docteur Aminata Françoise Bangola sur le tableau de l'ordre au titre de l'année 2023. Et lui leur a demandé le numéro d'inscription. On vient ensemble de tomber sur l'information. Mais il est clair, avéré et constant qu'au moment où l'enquête a été dirigée, ce docteur Aminata Françoise Bangola n'était pas inscrit sur le tableau de l'ordre des médecins. Donc vous constatez avec moi qu'on vient d'apprendre l'information et on appréciera. Et tous ces médecins, même le docteur Niang, était unanime à nous dire qu'on ne pouvait pas l'approcher parce que le patient Ousmane Sonko était suivi par un groupe de spécialistes. Et donc, en toute opinion traitée, l'enquête s'est orientée vers Madame Mam Awandoy, qui est docteur et qui est membre de la commission médicale du parti dit PASTEF, qui serait passé à 2 reprises à la clinique pour voir le patient Ousmane Sonko. Et cette dernière entendue
nous a laissé dire, entendre plutôt, qu'il est certes médecin, qu'elle est certes inscrite sur le tableau de l'ordre des médecins, qu'elle est certes membre de la commission médicale du parti PASTEF, mais elle n'a posé aucun acte médical sur le patient Ousmane Sonko. Tout au plus, en fonction des situations, elle s'avère à prêter main forte sur les éventuels blessés et même les éventuels malades qui seraient leurs militants, et son office se résume comme tel. Interrogée sur les raisons de sa présence à la clinique, elle a déclaré « Je suis venu voir Ousmane Sonko, pas en tant que médecin traitant, mais en tant que membre du parti PASTEF. Et mon statut de médecin m'a permis de me faciliter l'accès à sa suite au deuxième étage pour le consulter. » Et donc, sous ce rapport, l'enquête a évolué pour identifier enfin les spécialistes qui, sur le plan du traitement médical, prenaient en charge Ousmane Sonko. Et c'est ainsi qu'on en a identifié le docteur Boulos, le docteur Cissé, dont j'ai fait référence tout à l'heure, en fait, le docteur Boulos, le docteur Cissé et le docteur Ngom. Entendu sur ses prestations sur le patient Ousmane Sonko, le docteur Ngom, médecin généraliste, spécialisé en ophtalmologie et maladies tropicales, a déclaré avoir successivement 4 fois de suite examiner le sieur Ousmane Sonko les 16, 17, 18 mars et un autre jour qu'il ne saurait préciser. Médecin ophtalmologiste et spécialiste des maladies tropicales. À la question de savoir de quelle pathologie souffrirait Ousmane Sonko, parce qu'on est en train de mener une enquête pour des faits tentatives d'assassinat, le docteur Ngom nous oppose que le secret médical ne lui permet pas de nous dire de quoi souffrait le sieur Ousmane Sonko. À la question de savoir quelle prescription vous lui avez prodiguée par rapport à cette pathologie, le docteur Ngom opposa aux enquêteurs un niet catégorique pour le dire. Le secret médical me défend de vous dire la prescription dont il a eu droit au nom du serment d'Hippocrate. Toujours sous ce rapport, invité à offrir sa collaboration et de leur préciser l'état de santé global du sieur Ousmane Sonko en relation avec les faits objets de l'enquête, à savoir une tentative d'assassinat, le docteur Ngom leur a dit aux enquêteurs, écoutez, c'est tout ce que j'ai à déclarer, je n'ai aucun renseignement à la limite à vous donner. À la question de savoir si est-ce qu'un certificat médical lui a été délivré et le cas échéant, pour quelle pathologie, le docteur Ngom a renseigné aux enquêteurs qu'il ne saurait répondre à cette question parce que le certificat médical est délivré à la demande du patient et c'est à lui seul qui est censé en connaître le contenu. Il faut toujours préciser que on est dans le cadre d'une enquête sur des faits de tentative d'assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko et dont des rumeurs persistantes et insistantes ont fait état à ce que du liquide lui aurait été versé, préjudiciable à sa santé, ou un produit lui a été administré par voie nasale. Et donc, là aussi, c'était le blocus total. Parmi ces spécialistes, on peut aussi citer le docteur Boulos. Docteur Boulos, qui a affirmé
faire partie plutôt des spécialistes qui ont ausculté le sieur Ousmane Sonko. Il est généraliste, médecin généraliste et diplômé spécialisé en échographie. Et sa spécialité, c'est le suivi de grossesse, de prostate, de problèmes cardiaques et de problèmes de foie. Lui entendu a déclaré que à la date du 21 mars 2023 à 20h30, à la demande du docteur Cissé, il est venu consulter le sieur Ousmane Sonko et déclare être le médecin personnel de ce dernier depuis 2009. Et au-delà du sieur Ousmane Sonko d'ailleurs, il a renseigné qu'il est le médecin de famille pour avoir prodigué des soins de temps en temps à la maman de ce dernier. De quoi souffre Ousmane Sonko? Le docteur Boulos nous dit, le secret médical lui défend de révéler les pathologies qu'il a relevées sur le patient. Est-ce qu'un traitement lui a été prodigué? Le docteur Boulos aussi nous renseigne que la nature du traitement médical prodigué à son patient relève du secret médical. Est-ce qu'un certificat médical lui a été prescrit, le cas échéant, pour quelle pathologie? Et là, il nous renseigne qu'un certificat médical d'une incapacité totale temporaire de 10 jours a été prescrit au sieur Ousmane Sonko à la date du 21 mars 2023, jour de la consultation, et à sa demande. Quelle pathologie, quel motif d'incapacité avez-vous évoqué à la base de ce certificat médical? Aurait-il eu des problèmes de prostate? Aurait-il eu des problèmes cardiaques? Aurait-il eu des problèmes de foie? Le reste, c'est des questions d'échographie et de suivi de grossesse. Il a dit, je ne peux pas vous renseigner, le secret médical me le défend. Et donc, voilà un tout petit peu ce que l'enquête a pu tirer de l'audition des 3 médecins, Dr Boulos, Dr Ngom, Dr Cissé sur le patient Ousmane Sonko, Dr Ngom étant ophtalmologue, Dr Boulos étant échographe et le Dr Cissé étant médecin généraliste. Donc devant ce blocus pour nous renseigner sur l'état de santé de ce présumé victime de tentative d'assassinat, la clinique a été invitée à nous renseigner sur son dossier médical. Et c'est sous ce rapport qu'après moult altermoiements et conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, une perquisition a été effectuée par les enquêteurs de la sûreté urbaine dans les locaux de Souma Assistance, et laquelle perquisition a permis aux enquêteurs de se saisir ou de prendre connaissance, dans les limites du secret, du dossier médical du sieur Ousmane Sonko. Et ce dossier médical porte le numéro 2395 et qu'il mentionne que le sieur Ousmane Sonko est entré à la clinique le 16 mars 2023 et en est sorti le 21 mars 2023. Espérant pouvoir exploiter des éléments pertinents sur son dossier médical relativement à des blessures, relativement à un coma, en tout cas relativement à toute pathologie ou tout signe pouvant renseigner sur les faits de tentative d'assassinat objet de la procédure. Le dossier médical fait référence à de l'asthme. Le dossier médical fait référence à
Voilà, il fait référence à de l'asthme. Et donc, sur l'intitulé, et dans ce dossier médical, il est à relever que le seul élément constitutif du dossier sur lequel les enquêteurs s'étaient déportés pour se renseigner sur l'état de santé ou la condition physique du Sir Ousmane Sonko, parce que rappelons-le, l'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonko a été victime d'une tentative d'assassinat, soit par atteinte à son intégrité physique, soit par atteinte à son intégrité sanitaire. Et jusqu'à présent, malgré toutes les diligences effectuées par les enquêteurs, aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le Sir Ousmane Sonko, qui, rappelons-le, est entré en clinique le 16 mars et est sorti le 21 mars. Et donc je disais tantôt que son dossier médical, compulsé par les enquêteurs, recelait un seul élément de dossier, à savoir une facture numéro H23 /000185 du 21 mars 2023 portant son nom et sous l'enseigne sous ma assistance. Et sur cette facture, rassurez-vous, je ne viole pas le secret médical comme nous l'ont opposé les médecins. Il est mentionné désignation hôtellerie chambre catégorie CH1, prix unitaire 100 000 francs, quantité nombre de nuitées 6, prix total 600 000. Je vous lis, hein. Il est aussi mentionné actes médicaux et sous ce registre nébulisation 10 000 francs. 10 000 francs, prix total. Il est aussi mentionné consultation ophtalmologique. Rappelons-nous que le docteur Ngom est un ophtalmologue. Consultation ophtalmologique 15 000 francs. 15 000 francs. Montant, prix total. Il est mentionné visite médicale de Dr Boulos, qui est un échographe. Visite médicale de Dr Boulos, 25 000 francs. Donc, prix total, 25 000 francs. J'espère que je ne me trompe pas, il faut que je mette mes lunettes là. C'est ça? Effectivement. Alors, ensuite, il y a un rubrique qu'on a intitulé Unité mobile de soins. Et sur ce rubrique toujours, dont je ne comprends pas trop l'intitulé d'ailleurs, n'étant pas spécialiste de la médecine, 40 000 francs. Prix total 40 000 francs. Il y a un autre rubrique honoraire médecin, honoraire docteur Ngom, ophtalmologiste, 25 000 francs. Honoraire docteur Cham, pneumologue, 25 000 francs. Et la présente facture est arrêtée pour un montant total de 890 000 francs. Payé à Souma le 23 mars 2023, portant le nom de Ousmane Sonko. En exploitant le dossier médical de ce dernier, on avait espéré peut-être là-dedans trouver des indices faisant état d'administration de substances toxiques ou d'atteinte à son intégrité physique, mais comme vous le constatez devant nous, sur cette facture de 890 000, il y a 600 000 francs de frais de chambre, il y a au total 25 000 francs de frais de consultation et 50 000 francs d'honoraires payés aux médecins, le docteur Ngom et le docteur Cham. Donc devant cet état de fait, la piste de la tentative d'assassinat n'a pas pu avoir du corps médical des éléments pertinents pouvant nous renseigner sur sa réalité ou pas. Et c'est sous ce rapport que l'enquête a permis d'avoir une constante. Et cette constante, je l'avais mentionné au début de mon propos, c'est qu'il est constant
est factuel qu'une personne se nommant Yargassi a eu, sur le théâtre des manifestations, a donné au sire Ousmane Sonko une écharpe aux couleurs verte, jaune, rouge contenant un liquide dont il dit que c'est du vinaigre. Manifestement, à l'exclusion de toute autre personne, s'il y a atteinte à son intégrité physique ou sanitaire, naturellement, c'est la seule piste que l'enquête a permis d'établir. Et c'est sous ce rapport que le sieur Yargassi, qui nous renseigne que le produit imbibé sur l'écharpe est du vinaigre, sans expertise médicale, sans expertise scientifique, donc ne rapportant pas la preuve de la nocivité, de la toxicité ou pas du produit imbibé dans le mouchoir, a été retenu dans les liens de la détention pour des faits présumés d'homicide involontaire, de tentative d'assassinat, d'administration de substances nuisibles à la santé, et donc il est en instance de déferment. Et là, c'est les éléments d'enquête que je voudrais partager avec vous sur cette affaire de tentative d'assassinat, dans le respect de la présomption d'innocence, du secret de l'enquête et de l'instruction préparatoire à venir. Mais il est tout de même à souligner que Yargassi, d'après ces déclarations, qui ne sont pas encore confirmées par d'autres déclarations, d'après ces déclarations qui ne sont encore corroborées par aucun élément objectif du dossier, il se réclame militant du parti PASTEF et proche du sieur Ousmane Sonko. Et c'est pour toutes ces raisons qu'une information judiciaire va être ouverte. Il appartiendra au magistrat instructeur, en rapport avec tous les moyens d'investigation qu'il tient de la loi, de nous renseigner sur cette tentative d'assassinat. Tel était donc ce que j'aurais souhaité partager avec l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il a été conclu, l'affaire de la tentative d'assassinat. Le quatrième point concerne ce qu'il est appelé l'affaire d'un groupe ou d'une organisation qui se fait lui-même ou elle-même appeler le commando. Le commando, nom que ses animateurs lui ont fait porter. Alors, cette affaire du commando, il est apparu dans la dynamique des investigations consécutives à l'organisation de manifestations publiques et dans l'impératif de la prise en charge sécuritaire du pays par les institutions dédiées, et ceci dans l'impératif de préserver la stabilité du pays, l'intégrité du territoire, l'intégrité des personnes et des biens et leur libre circulation. Il est apparu au cours d'investigation qu'il a été repéré une organisation qui se fait appeler Commando. Cette organisation qui se fait appeler Commando est une organisation structurée qui a son organisation, son mode de fonctionnement, ses cibles prioritaires et
donc la finalité de leurs actions. Et cette organisation, communément appelée l'organisation Commando, il est résulté des enquêtes et des investigations qu'il est animé par deux personnes principalement, notamment le sieur Mouramani Kaba-Diakité, qui est né le 12-07-73 à Tambacounda, des feux cabinets Yahara Bayo, opérateur économique domicilié au 13 des Parcelles Assainies, et le sieur Cheikh Kébé. Le sieur Kaba est tenancier d'un hôtel qui s'appelle Les Ambassades, qui se trouve au stade des Parcelles, en face du stade des Parcelles Assainies. Et dans les investigations opérées, ce sieur Mouramani Kaba-Diakité est le coordonnateur des activités subversives du groupe qui se fait appeler le groupe Commando. Les activités subversives allant à la confection d'agents explosifs, à la convection de fumigènes, à la convection de cocktails Molotov, et tout ça en rapport avec l'appui déterminant d'un nommé Famara Mané, alias Nyancho, qui est un ancien commando de l'armée sénégalaise. Vous remarquerez que je ne peux pas aller dans certains détails de cette procédure parce qu'il s'agit de faits mettant en jeu la stabilité du pays, l'intégrité de son territoire et la protection des biens et des personnes. Et ce que je partage avec vous, il est résulté des investigations qui ont été menées par les chevaux des enquêteurs et consignées sur procès-verbal régulier. Donc, le sujet semble porter un intérêt pour mériter, dans la limite du secret encore de l'instruction dont je suis un militant farouche, qu'on le partage avec l'opinion nationale et internationale. Donc je disais que le sieur Mouramani Kaba-Diakité est l'animateur, le coordonnateur des activités subversives du mouvement Commando. Et en cela, il s'occupait de la logistique, allant jusqu'à recruter et faire confectionner des outils et des instruments qui pourraient permettre, en cas de manifestation, d'annihiler, sinon de faire retarder les capacités d'intervention des forces de défense et de sécurité en dressant des S sur le passage. Si peut-être vous avez suivi, il y a peut-être un peu plus d'un an, en tout cas c'était après les événements de mars 2021, la presse a relayé l'arrestation de certaines personnes qui semblent être a priori anodins, des menuisiers métalliques à hauteur des Parcelles Assainies, qui fabriquaient des S. Et donc tout ça rentrait dans le cadre de stratégie pour disposer d'éléments pouvant, le cas échéant, en cas de forfait, annihiler ou plutôt retarder l'intervention des forces de l'ordre. Et ça, il le faisait en parfaite intelligence à la tête de ce groupe avec un de ses lieutenants qui a été identifié au nom de Famara Mané, communément appelé Nyancho, qui est un ancien combattant de l'armée, et Cheikh Kébé. Cheikh Kébé, auxiliaire gendarme, ancien auxiliaire gendarme, et leur intention était carrément
de mener des actes subversifs et d'installer le chaos. Et le process était de chercher à ériger des barricades par la convection de Hertz. Le process était de fabriquer des engins explosifs qu'ils pourraient utiliser à l'occasion de manifestations publiques. Et l'enquête a permis d'établir une connexion réelle entre ce groupe du commando et l'ancien groupe dont on avait parlé et qui sont actuellement l'objet d'action qu'on appelle force spéciale. Parce qu'il est révélé de l'audition de Famara Mané alias Niancho qu'une partie des explosifs ayant servi aux événements de mars 2021 a été gardée par ses soins. Et quand le sieur Mouramani Kaba a été interpellé, il s'était empressé d'aller les cacher dans le territoire, dans le département de Mbour. Et l'enquête a pu établir cela. Toujours au titre de cette organisation, il y a le nommé Djiba, qui travaille en parfaite intelligence avec Famara Mané alias Niancho, parce que ce Djiba est rompu dans la fabrication d'explosifs. Et d'ailleurs, il y a lieu de préciser que leur interpellation fait suite à leur filature depuis nos domiciles respectifs, qui est l'hôtel des ambassades de Kaba, où ils tenaient leurs réunions, certaines de leurs réunions au niveau du dernier étage de l'immeuble, dans un appartement. Les investigations aussi ont permis de savoir que certaines de leurs réunions, ils les tenaient sur les gradins du stade municipal de Guédiawaye. Les investigations aussi ont permis d'établir qu'à l'approche des événements du 16 mars, ils se sont déplacés vers Karang, c'est ça non? Effectivement. Et Diaoubé à la recherche d'armes de précision. Parce qu'ils étaient détenteurs d'une lunette de précision qui leur permettrait de cibler et d'atteindre des cibles très pointues. Mais cette lunette de précision va naturellement avec une arme et l'idée était d'aller les chercher vers Diaoubé ou bien à Karang. L'enquête a permis de le suivre jusqu'à cela. Vous me dites quid de la lunette? Il l'aurait achetée, enfin sa provenance aurait été identifiée au Burkina Faso. Et donc, c'est en pleine phase de préparation d'opération. Quelque part, vous aurez entendu qu'il a été évoqué des arrestations préventives, que le dilemme était là. Faut-il en arriver au 16 mars et constater les dégâts en les laissant faire? Ou faut-il, à ce niveau de commencement d'exécution, procéder à leur interpellation pour préserver la sécurité des biens et des personnes? Vous conviendrez avec nous que la deuxième option reste une évidence. Et c'est dans ces conditions qu'ils ont été interpellés. Le sieur Mouramani Kaba en premier, le sieur Pape Famara Mané alias Niancho en second. Et son comportement a été révélateur parce que dès qu'il a été approché par les forces de défense et de sécurité, il s'est défaussé de ton téléphone qu'il aurait remis à son épouse Djiba. Parce que certainement, ayant certain que son téléphone compromettait des éléments compromettants en rapport avec l'entreprise d'insurrection. Et c'est donc ce qui a prévalu à leur interpellation. Plus tard, les investigations ont permis d'interpeller d'autres membres du groupe, notamment le sieur Sébastien Sagna, qui est gérant
de l'entreprise Sécurité Sinaï, c'est qu'Eba Sagna avait pour rôle de recruter des jeunes, de les préparer au maniement de certains agents explosifs et de les distiller sur l'ensemble de la région de Dakar, sur les différents points de tension pour mener le chaos. Et c'est dans ces conditions que Yacouba Mané a été arrêté et ce dernier, son rôle dans l'organisation consistait à ce qu'ils appellent, il était chargé de la résistance parcellaire. Toujours cette enquête a permis aussi d'identifier, de suivre et d'arrêter une personne dénommée Laye Sonko. Laye Sonko, comme Sébastien Sagna, s'est chargé du recrutement des jeunes. Je disais tantôt au début de mon propos sur les commandos qu'il y avait deux branches. Une branche dirigée par Cheikh Kébé, Afé Kaba, Mouramani Kaba, Diakité, et une branche dirigée par Cheikh Kébé. Le sieur Cheikh Kébé, identifié, suivi, était le coordonnateur du groupe opérationnel. Le procès verbal le décrit comme l'homme qui est chargé de la préparation des agents explosifs, de leur stockage, de leur sécurisation et de leur remise aux membres du commando au jour dédié, c'est-à-dire au jour des manifestations publiques. Et le dessein de tout cela, c'est de poser des actions d'éclat pour installer à tout jamais la peur et le chaos. Et leur terrain fertile, c'est les manifestations qui recèlent énormément de monde. C'est dans ces occasions qu'ils profitent pour utiliser ces engins et à l'effet d'installer le chaos. Et donc, toujours Cheikh Kébé, le coordonnateur du groupe opérationnel des manifestations, a des relayeurs qui sont des membres du commando, qui sont identifiés comme Ibrahima Biagui, Modou Sané, Mohamed Diatta. Ces derniers sont chargés d'infiltrer les manifestants avec ces agents explosifs et dans le dessein de s'attaquer aux biens publics. À titre d'exemple, entre les mains de Ibrahima Biagui, ce dernier est détenteur de 45 cocktails Molotov, d'une puissance qui peut en annihiler plusieurs. Et l'objectif, c'est de les utiliser pendant des événements du 16 février pour faire des actions d'éclat. L'action d'éclat, selon eux, se définit comme une action d'envergure, l'attaque d'un édifice public, ou bien même attenter à la vie, à l'intégrité physique de certaines personnes. Sur ce point, je vais en revenir tout à l'heure. Et donc, Ibrahima Biagui avait sous sa responsabilité 45 cocktails Molotov. Il a d'ailleurs travaillé en rapport avec Mamadou Sané, qui a eu à donner l'ordre à un certain Abdou Diakhaté d'aller transporter, lui amener 20 litres d'essence en vue des manifestations pour empêcher la tenue du procès de Ousmane Sonko. Et toujours dans le cadre de cette enquête sur les forces spéciales, sur le commando, il a été interpellé le sieur Pape Baba Diaw. Pape Baba Diaw, de même qu'Abdou Karim Bey. Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bey ont été interpellés dans le département de Rufisque, où leur audition
et l'exploitation de leurs téléphones de marque Samsung Galaxy et Samsung Dios révèlent qu'ils sont les coordonnateurs et les planificateurs des actions subversives dans le département, en fournissant notamment à certains commandos des agents explosifs. Et l'enquête aussi a permis d'établir que ce sont eux qui leur indiquaient les cibles et leur donnaient le mot d'ordre en cas d'action. Ils ont été interpellés. Sous ce rapport toujours, à Rufisque, à Pikine-Guédiawaye, certaines personnes ont été interpellées, arrêtées, notamment M. Bilal Diatta, qui est le maire de Keur Massar Sud. Et ce M. Bilal Diatta avait pour rôle de financer certaines activités subversives à caractère politique. Et vous aurez certainement partagé et vu donc sur son compte Facebook, son compte Instagram, en fait sur tous ces supports en ligne, les publications dont il fait état, tuer des magistrats, tuer des membres du gouvernement, tuer des représentants des familles religieuses et j'en passe. Et donc, l'enquête a permis d'établir tout cela. Et c'est sous ce rapport d'ailleurs que différentes victimes de structures privées ou publiques entendues, notamment le directeur de l'Académie qui a eu à évaluer son préjudice, le représentant de Champ, le représentant de Total Énergie ont été entendus. Et c'est ce qui nous a amené à procéder au déferment de 4 personnes que sont Moula Mani Kaba Diakité, Famaro Nunkouma Mané, Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bey. Ils ont été déférés parce qu'ils faisaient membres ou animateurs ou coordonnateurs du groupe qu'on appelle Commando. 4 ont été interpellés sur 23 autres personnes. Donc au jour d'aujourd'hui, 19 personnes identifiées sont actuellement recherchées sur l'ensemble du territoire national et font partie du groupe Commando. J'ai là les noms, j'ai les numéros de téléphone, j'ai les derniers liens de localisation, mais il me semble au stade actuel de nos investigations ne pas en donner plus de détails pour ne pas gêner le travail de terrain de nos enquêteurs, sous réserve que mes collaborateurs puissent me indiquer une autre piste. Alors, après le déferment de ces 4 personnes pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes, atteinte à la sûreté de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, destruction de biens publics et privés, incendies criminels, ils ont incendié des bus, des stations-service, vols, pillages, meurtres, faits prévus par les articles 112 à 84 et 279.1 à 7 du Code pénal. Une information judiciaire sera offerte par les soins du procureur de la République et du tribunal de grande instance de Dakar, territorialement compétent, afin que le juge d'instruction puisse, dans le cadre de la poursuite de ces investigations, nous renseigner davantage sur le modus operandi, l'objectif et le mode de fonctionnement de cette organisation. Mais d'ores et déjà, il me plaît de préciser qu'aujourd'hui, sur les objectifs, les cibles prioritaires dont je faisais état tout à l'heure, ils ont été clairs et sans équivoque. Les cibles prioritaires, c'est porter atteinte à l'intégrité, pas physique, à la vie de certaines personnalités publiques, dont la pudeur aujourd'hui m'interdit de les prononcer nommément. J'ai les listes, j'ai les noms, et ces personnalités publiques
sont de la justice, ces personnalités publiques sont de l'appareil d'État, ces personnalités publiques sont des milieux maraboutiques et ces personnalités publiques sont même du milieu de la presse. Et la finalité pour cette organisation, c'est d'atteindre une personne ou des cibles connues à l'effet de faire peser la psychose sur les populations et en profiter pour mettre en place les conditions d'une insurrection. Et leur terreau, justement, dans leur monitoring, dans leur mode de fonctionnement, la seule manière de le faire est à travers le relais sur les réseaux sociaux d'inciter une partie de la population à former des rassemblements, et ces rassemblements seraient justement le prétexte et le terreau qui leur permettrait d'entrer en action. Voilà le modus operandi, pour ne pas en dire davantage. Et c'est donc fort de tout cela que l'État, la justice, sous la direction du procureur de la République, du tribunal de grande instance de Dakar et du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mbour, de Pikine Guédiawaye, ici présent, ont procédé, j'enseigne avec le 5e point, à des arrestations. Des arrestations déjà qui visent les animateurs et les acteurs connus de ce groupe subversif qu'on appelle les commandos et qui sont en instance de déferment, d'autres recherchés. Et des arrestations aussi connues de certains de leurs relais sur l'espace public. Et c'est sous ce rapport que des arrestations ont été opérées. Arrestations déjà, fort heureusement, qui concernent les animateurs du commando, notamment le sieur Mouramani Kabadjakité et le sieur Cheikh Kébé qui anime le groupe opérationnel. Et ces arrestations se sont poursuivies sur l'ensemble du territoire national et ont concerné de près ou de près toute personne ayant un lien ou toute personne en tout cas ayant posé des actes de nature à faciliter la réalisation des desseins de cette organisation qu'ils appellent le commando. Beaucoup de personnes ont été arrêtées pour des délits divers, participation à des manifestations non autorisées, manœuvres insurrectionnelles, voilà, et atteinte à la sûreté de l'État sur le fondement des articles 80 et 139 du Code de procédure pénale. Et je vous le disais tantôt, le process était d'inciter à foule, en sachant que s'il y a foule, c'est le théâtre d'opération qui leur permettrait de faire usage de ces agents explosifs. Et donc, je le disais tantôt, c'est sous ce rapport que des enquêtes ont été commanditées sur le ressort de la Cour d'appel de Dakar, donc le ressort du tribunal de grande instance de Dakar et du tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye, et certaines personnes ont été interpellées. D'ailleurs, je me plais de peut-être revenir sous le registre de ces arrestations. Il y a l'interpellation en cours de déferlement d'éléments particulièrement subversifs. Ils sont actuellement entre les mains des enquêteurs. Il s'agit d'un nommé Mamadou Djemé. Mamadou Djemé qui se réclame, d'après lui-même ses propres déclarations, membre du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC. Et si Mamadou Djemé serait l'organisateur de toutes les manifestations violentes du parti PASTEF à Bignona.
Et dans cette entreprise, il serait en lien avec d'autres individus qui sont recherchés dans le cadre d'un groupe, du groupe dit Commando PASTEF, de PASTEF, notamment des anciens militaires présumés, dont Sébastien, le gérant de l'entreprise Sinaï, dont j'ai fait référence tout à l'heure. Et aussi l'arrestation de Goudiaby, communément appelé RPG, qui est un ancien membre du bataillon des parachutistes et qui aurait intégré le mouvement des forces démocratiques de la Casamance après son service militaire, MFDC. Mamadou Djémé est chargé de procéder à des recrutements d'anciens militaires pour mener ses opérations insurrectionnelles. Il habite le village de Sindia, proche de Bignona. Il a eu à organiser les manifestations du 14 et 16 mars à Bignona, mais il se camoufle dans la masse. Il se présente, Mamadou Djémé, comme le responsable des affaires mystiques de Ousmane Sonko. Il avait prévu, justement, de se rendre à Dakar dans le but de planifier avec son groupe des manifestations dans le cadre du procès du 30 mars où il compte impliquer des combattants du MFDC. Et c'est ce Mamadou Djémé et avec RPG qui ont été interpellés sur la VDN, voie de dégagement nord à Dakar, près du siège de PASTEF. Quand ils ont été interrogés sur procès verbal, ils ont déclaré, Mamadou Djémé, qu'il est né le 5-5-68 à Cafés Bignona, de Fali et de Awasabi, se disant manœuvre de milice à Dalifort, et il a déclaré n'avoir jamais organisé des manifestations. Mais ce qu'il y a lieu est n'avoir jamais été à Bignona. Mais l'exploitation de sa géolocalisation et de son téléphone en sa présence l'a convaincu de se rendre à l'évidence où il est établi qu'il était dans la zone des manifestations à Bignona. Et en ce moment seulement, il a lui-même fini par admettre son rôle dans le cadre de ces manifestations violentes. Il a également noté que la cible était souvent dans les zones de conflit des rebelles du MFDC, particulièrement à la frontière avec la Gambie. Notons toujours qu'il est membre du groupe Commando. Il est de la zone sud et est venu en renfort à Dakar dans la perspective des actes subversifs qui devaient être posés en vue du 30 mars. Lui-même a déclaré qu'il est en charge de la massification et de l'organisation de PASTEF Tengouri. Tengouri, c'est une localité qui se trouve dans la zone sud, je pense. Ainsi, il dit, soutient-il, le jour de ces manifestations, il a quitté son village Tengouri vers 7 heures pour se rendre à Bignona, où il est resté jusqu'à 18 heures. Selon lui, cette manifestation avait été planifiée à travers le groupe WhatsApp appelé PASTEF Tengouri, avec les nommés Youssouf, Khadisane, Idrissa Sagna, Aliou Badji, coordonnateur du PASTEF à Tengouri. Alors, toutes choses qui font que l'exploitation des données contenues sur son téléphone portable a permis de le confondre, où il explique que les agents d'explosifs, les cocktails Molotov, il en est détenteur. Il reconnaît aussi sur ces manifestations, d'après les images qui ont été retrouvées sur son téléphone, il reconnaît être à l'origine de l'érection de barrages, sur l'origine de ces agents explosifs et des stratégies qu'il compte mettre en œuvre pour compromettre la sécurité publique. Le Mamadou Djémé a déclaré, sans convaincre, qu'il ne les retrouve plus. Et justement, je disais que l'exploitation des données contenues dans son téléphone portable a permis de recueillir des éléments compromettants en son accord, notamment des cibles qu'ils avaient repérées
pour probablement y mener des actions violentes. En effet, la liste des personnalités ciblées est composée de, je vous épargne de la lecture de ces noms, mais j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et des personnalités, comme je vous l'ai dit tantôt, qui visiblement sont du milieu judiciaire, d'autres du milieu politique, pour ne pas dire gouvernemental, d'autres du milieu religieux et même du milieu de la presse. Il a été noté d'ailleurs que des vidéos relatives aux actes de vandalisme et d'incendie qui ont été vraisemblablement filmés par le groupe criminel auquel il appartient à l'issue des manifestations. D'après son interrogatoire, il a été arrêté, il est en instance d'être déféré pour des crimes d'atteinte à la sûreté de l'État et actes de manœuvre à compromettre la sécurité et la vie publique. Famara, le second c'est Famara Lunkuma Mané. J'ai fait référence de son implication dans l'organisation tantôt. Et je donc disais que c'est tous ces éléments qui ont amené les forces de défense et de sécurité et la justice à procéder à des arrestations pour assurer l'intégrité du territoire, l'inviolabilité de nos institutions et l'intégrité physique des citoyens sénégalais. Et donc, au titre de ces arrestations, les parquets ont eu une approche, je dirais, sélective, parce que certaines personnes ayant été arrêtées sur le théâtre des opérations, à qui on pourrait reprocher tout au moins, les infractions de manifestation de participation à une manifestation autorisée. On en a vu des élèves et l'option a été que pour ces élèves, pour ne pas compromettre le bon suivi de leurs études, de les confier à leurs parents. Toujours dans le cadre de cette approche, on a pu relever qu'il y a des mineurs, toujours arrêtés sur le terrain des opérations et parfois même qui témoignaient d'une dangerosité et d'un niveau d'implication assez prononcé sur les faits objets des poursuites. Il a été retenu que ces mineurs puissent être justiciables du tribunal pour enfants et en fonction des cas d'espèce, procéder à leur placement sous mandat de dépôt ou carrément le confier à leurs parents en attendant le jour de leur procès. Et aujourd'hui, il est notoire, il est remarquable de relever d'ailleurs que dans le ressort de Pikine-Guédiawaye, on a aucun mineur en détention. Et dans le ressort de Dakar, on en a 2 en détention qui sont en instance d'être jugés cette semaine-là. Toujours dans l'approche sélective, on a relevé aussi certains corps d'activités socio-professionnelles dont les parquets, dans un souci d'une distribution efficiente de la justice, ont estimé devoir en tenir compte. Sous ce rapport, vous n'êtes pas sans savoir que le Sir Wali Ngomdour, Wali Bodjan, qui est inspecteur des impôts et domaines, est membre de la garde rapprochée du Sir Ousmane Sonko, pour préserver son emploi là, pour préserver donc la poursuite de ses activités professionnelles, l'autorité de poursuite a estimé devoir l'inculper et de le soumettre au port du bracelet électronique. Idem aussi de certaines personnes dont la spécificité de leur situation socio-professionnelle l'exigeait en termes de préservation de leur activité professionnelle. Je peux nommer El Malik Ndiaye, qui a été arrêté effectivement pour incitation à l'insurrection. Je crois savoir d'ailleurs que toute cette affaire de tentative d'assassinat vient de ses propres déclarations et vous aurez constaté toute la peine que les services d'enquête ont eu à établir ce fait, a été poursuivi, je dirais, El Malik Ndiaye, et l'option a été de le soumettre au port du bracelet électronique. Cela étant dit, la procédure d'information judiciaire a été privilégiée par les organes de poursuite, et ce, sur la base principalement des articles 80 du Code pénal et 139 du Code de procédure pénale.
information judiciaire qui se justifie à suffisance, parce qu'aujourd'hui, on est face à une organisation qui a plusieurs démembrements, à la limite disséminés sur l'ensemble du territoire national, et dont tout le modus operandi n'est pas encore totalement cerné par nos forces de défense et de sécurité et nos services de poursuite. Mais il est à retenir que fondamentalement, ces actes sont posés pour un souci majeur, c'est que dans le cadre d'un état de droit, la violence n'a pas de place. Dans le cadre d'un état démocratique, la violence n'a pas de place. Il y a toute forme d'expression, mais toute forme de violence devrait être bannie sous quelque forme que ce soit et de quelque bord que ce soit. Je voulais qu'on soit très clair sur ça. Et par rapport à ça, croyez-moi, le parquet général que j'ai la charge de diriger, en rapport avec les différents procureurs du ressort, entendront user de tous les moyens que leur offre la loi pour préserver l'intégrité des personnes et des biens. Et donc c'est sous ce rapport que je voudrais, sous réserve que mes collaborateurs puissent avoir des mots de complément, inviter toute la population sénégalaise au nord que la justice est rendue, de garder de sérénité et de savoir qu'on est en charge des responsabilités et nous entendons les assumer et les exercer parce que c'est là notre sacerdoce. Faire respecter la loi dans le cadre d'un état de droit et donner corps à l'intention du Sénégalais qui a été transcrit dans des lois par la représentation nationale. La mission du magistrat, c'est de dire le droit et de faire respecter la loi. Et aujourd'hui, tous les organes que la loi offre aux différents parquets dans le cadre du rétablissement de l'état de droit, s'il y a lieu le cas échéant, on n'hésiterait pas du tout à en user. Et la finalité, c'est fondamental, c'est de garantir la quiétude et la paix publique. Parce qu'il y a cette quiétude et cette paix publique qui puissent nous permettre aujourd'hui de nous retrouver dans cette salle dans le cadre de ce qu'on a convenu d'appeler le point de presse. Et c'est sur cette note, sauf meilleur avis de mes collaborateurs, que je voudrais vous remercier de votre présence, vous souhaiter au bon retour dans vos domiciles respectifs, tout en vous précisant, certainement vous avez des préoccupations particulières liées à la vie judiciaire, mais l'idée du point de presse aujourd'hui, c'était de vous distiller des informations par rapport à ces 5 points. Mais il reste entendu que par rapport à l'impératif de communiquer, Monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, en rapport avec les nécessités de l'actualité et sur instruction de la hiérarchie, se feront le devoir de faire face à la presse dans le cadre de points de presse pour répondre à vos différentes interpellations sur des sujets assez précis et ponctuels. Je vous remercie de votre présence. Assalamualaikum warahmatullah yeen wa ngoy yeen wa aduna kep ko xamantene ni abonné go rek dawal ci Ngoy TV nga dem abonné nga mon di sétane luñu monti dugal nga dem sétane ko inshallah c'est meilleur Ngoy TV c'est meilleur ñu leen di ziar di la ñaanal jamm te di ko saako ci yeen